Voilà, alors nous allons continuer cet après-midi, toujours sur cette question, le parent a-t-il droit au répit? Alors donc nous accueillons Madame Vanessa Callas. Vous êtes thérapeute familiale et EMDR, consultante et formatrice en parentalité, secrétaire de l'association Plurisanté 46, à côté de Cahors. Donc nous avons maintenant le Lot, la Bretagne, la Belgique, et nous avons le Lot maintenant. Vous êtes créatrice et coordinatrice d'un programme de ressources parentales dans le sud du Lot qui s'appelle « Pas si simple d'être parent ». Ce programme gratuit propose des conférences débats et ciné-débats sur l'éducation relationnelle de 0 à 12 ans, une permanence famille et addiction, des ateliers parents-enfants pour se relaxer, pour développer les compétences socio-émotionnelles de 3 à 6 ans, des ateliers de parents pour se former à des techniques éducatives. L'ambition à échéance 2024 est de renforcer les actions de sensibilisation pour toucher le plus grand nombre et créer une série de spectacles parents-enfants. Tout à fait. Et comme vous le dites, ça bouge aussi dans le Lot. Voilà, exactement. Donc, et je vois que mon diapo, il n'est pas en cours. Il n'est pas en cours. Donc désolé, j'ai encore un petit réglage. Je pense que c'est au niveau de... Pas. Oui. Voilà, c'est bon. Non, c'est pour tout à l'heure, comme ça je ne serai pas embêtée. Voilà. Donc, merci Vanessa, on vous écoute. Voilà, merci pour la présentation, merci pour l'invitation. Donc, juste, je pourrais rajouter à cette présentation que j'ai un enfant. Là, vous êtes super impressionnés, je le sens. Après ce qu'a dit Isabelle Roscam, je dis, oh, mais en fait, je suis balèze. Donc voilà. Mais je peux être à risque aussi. Et pour autant, je suis très heureuse d'être maman. Je suis crevée, mais je suis heureuse. Est-ce que vous avez déjà essayé de taper répit parental dans Google? Moi, quand je l'ai fait pour préparer la conférence, je suis tombée sur le droit au répit. Et en fait, le droit au répit pour les parents d'enfants qui sont porteurs de handicap ou qui traversent des périodes difficiles. Et la définition que j'ai trouvée de droit au répit, c'est offrir un moment de répit, merci de suivre, aux parents qui sont submergés par les contraintes du quotidien pour se recentrer sur eux et retrouver ensuite leur enfant. Le répit, c'est un arrêt momentané de quelque chose de pénible. Moi, personnellement, avec cette définition, je ne suis pas super à l'aise pour revendiquer mon droit au répit, surtout en plus avec un seul enfant, donc avec toutes les représentations que ça peut générer. On se dit, mais enfin, quand même, elle a qu'un enfant, c'est bon, elle a le temps de se reposer. Bon. En fait, je n'ai pas trouvé grand-chose sur le répit des parents solos, les parents qui sont sans relais au niveau de leur famille d'origine, les parents d'enfants à besoins intenses, les enfants atypiques qui ne sont pas encore diagnostiqués, ou même, en fait, le répit des parents tout court. Pourtant, quand on devient parent, on n'est plus jamais seul, plus jamais. Ils nous suivent partout, ils s'agrippent, ils nous sollicitent, ils nous parlent, ils nous demandent des trucs sans arrêt, ils nous posent des millions de questions, ils nous font répéter, ils nous interrompent et ils nous interrompent et ils nous interrompent encore. À la naissance du premier enfant, beaucoup de jeunes parents en font l'amère expérience. Et beaucoup tombent de haut. Pour moi, le rôle numéro 1 des professionnels de la parentalité, ça va être d'accompagner cette découverte déjà, de la normaliser et d'aider les parents à s'adapter à une organisation nouvelle, à un rythme nouveau. Et de leur dire en fait que ce qu'ils vivent, c'est normal. On est parents H24. Et pas d'horaire de bureau, comme le disait bien Isabelle Roscam tout à l'heure. C'est pire que le travail, en plus on ne peut pas démissionner. Alors oui, bien sûr, que les parents d'enfants extraordinaires ont besoin plus que les autres de répit. Mais en fait, tous les parents ont besoin de répit, de relais, de repos. Et donc, moi, pendant 1 heure, j'ai choisi de vous parler de concurrence des besoins, d'hyperparentalité, de l'impact du stress dans la dyade enfant-parent, d'outils pour le super parent post-2019. Je vous parlerai aussi de bienveillance et de fermeté, et est-ce que finalement c'est possible? Et de techniques éducatives à la rescousse des parents et des professionnels.
On aura aussi un temps pour les questions-réponses. À la fin vous verrez qu'il y a une petite ligne à la fin de chaque slide sur les sources que j'utilise, qui peuvent être aussi des ressources. Je vous invite vraiment à prendre en photo les slides, à les partager, ou juste prendre en photo pour avoir le lien de la ressource, pour pouvoir aller plus loin, aller creuser s'il y a vraiment une thématique qui vous intéresse. Donc tous les parents ont besoin de repos, de temps pour soi, de temps en couple. Et tous les enfants ont besoin d'un parent qui soit suffisamment bon, suffisamment disponible pour eux. Tous les enfants ont besoin de temps de jeu, de temps de défoulage, de sécurité, d'autonomie. Je rentre du travail en général vers 18h. J'ai mal à la tête, j'ai besoin de calme. Ma fille de 5 ans, qui s'est adaptée, voire même suradaptée toute la journée à l'école, va avoir besoin d'un temps privilégié avec sa maman. Elle va avoir besoin d'attention, et peut-être par le jeu, peut-être en se défoulant. Du coup, comment on fait? Quel besoin prime? Mon besoin et celui de ma fille sont en concurrence. Du coup, il y a 3 choses à savoir quand nos besoins sont en concurrence. 1. Nos besoins ne sont pas négociables. Ils peuvent être différés, mais pas indéfiniment en fait. Différés dans un délai qui est raisonnable. Si à un moment donné j'ai besoin de repos et que j'attends et que j'attends et que j'attends et que je diffère pendant des jours, des semaines, des mois, clairement on va tomber dans l'épuisement que décrivait bien Isabelle Roscam tout à l'heure. 2. Nos besoins sont universels. En fait, on a tous besoin de sécurité, de liberté, d'attention. La différence qu'il y a entre moi et quelqu'un dans la salle, par exemple, c'est que nos besoins ne seront pas hiérarchisés de la même manière. Le bébé, par exemple, va avoir un besoin de sécurité en numéro 1. C'est ce qui va primer chez lui. Dans un premier temps, il n'aura pas besoin de liberté. L'adolescent, par contre, lui, son besoin de liberté, il sera en numéro 1. En numéro 2, pourra venir la confiance, et en numéro 3, la sécurité. En fait, les besoins vont varier en fonction de l'âge, du tempérament, du contexte de vie. Et ils vont être hiérarchisés différemment en fonction de tout un tas de variables. Donc dans un premier temps, ça va être très important en fait, de repérer quels sont mes besoins prioritaires et les besoins prioritaires de chacun dans la famille. Quelles stratégies, bonnes pour tous, dans la famille, vont permettre de satisfaire les besoins des parents et des enfants? Ma fille a besoin d'attention et j'ai besoin de calme. Peut-être que l'idée, ça va être à un moment donné de trouver une stratégie positive qui réponde aux deux. Par exemple, on va essayer de trouver une idée de jeu calme, de faire un dessin ensemble, d'écouter peut-être une histoire audio avec un niveau qui soit assez bas. Et moi, en même temps, je vais prendre en compte mon besoin de confort, prendre une aspirine, avoir une lumière tamisée, afin de répondre aussi à mon besoin de me poser et d'être au calme. Le rôle des professionnels à ce niveau-là peut être d'aider le parent à trouver des stratégies positives pour satisfaire les besoins de tous dans la famille. C'est important car ça va permettre de prévenir à la fois l'épuisement parental et les situations de violence. Parce qu'en fait, un parent épuisé ne peut pas être positif. C'est pas possible. En tant que professionnel, la prise en compte des besoins des parents va réduire le stress parental. Là, je rebondis vraiment sur ce que disait Isabelle Roscam tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'être écouté, accueilli, pas jugé, on va avoir les niveaux de cortisol et de stress qui déjà vont baisser. Et pour mieux comprendre ce stress parental, nous devons aussi intégrer aujourd'hui un contexte d'hyperparentalité dans lequel nous vivons. Tous les parents veulent que leur enfant soit heureux, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Depuis 20 ans, le projet parental s'est complètement transformé. On a décidé d'avoir un enfant, on l'a désiré, et même parfois on l'a programmé. On se sent responsable de la venue au monde de nos enfants et aussi de leur bonheur. Nous, les nouveaux parents de cette nouvelle ère, nous voulons bien faire. Qui ne souhaiterait pas réussir sa vie familiale ici? Qui
quitte à en faire parfois un peu trop. Il y a là une question de dosage, et parfois la limite est mince. Entre accompagner, faire avec, faire à la place, entre guider et contrôler, entre protéger, surprotéger, s'impliquer, se surinvestir. Le surinvestissement parental est le fruit d'une nouvelle tendance qu'on appelle l'hyperparentalité. En fait, c'est un phénomène social. L'hyperparentalité, c'est en faire trop, avoir cette tendance à vouloir en faire trop, à vouloir tout bien faire, quitte à faire des choses à la place de mon enfant, ou carrément sans lui demander son avis. Au niveau de l'hyperparentalité également, en fait, on ne va pas laisser du temps au temps. On va avoir tendance à vouloir rentabiliser, remplir l'agenda, on va chercher à optimiser. Mais, je le disais tout à l'heure, quand même relativisons parce que l'hyperparentalité, ce n'est pas une catégorie de parents dysfonctionnels. C'est un trait caractéristique de nos sociétés modernes. Et ça concerne des parents qui veulent bien faire. Donc je suis concernée aussi. Au final, l'hyperparent se retrouve pris dans des injonctions paradoxales qui vont être complètement anxiogènes. Faites bien attention à vos enfants, à leur développement, mais détendez-vous quand même. Bruno Humbeck est psychopédagogue à l'université de Mons, en Belgique, et docteur en sciences de l'éducation. Il est auteur de « Et si nous laissions nos enfants respirer ?» Il décrit 3 symptômes de l'hyperparentalité, 3 symptômes qui peuvent se cumuler. Donc on a le premier qui est le parent hélicoptère, que Isabelle Roscam aussi a cité tout à l'heure. C'est le fait de survoler son enfant. Donc là, tel un hélicoptère, on survole son enfant. Quand je suis en mode hélicoptère, je reste à proximité de lui et je contrôle tout. Et tout ce qui se passe dans sa vie, je suis en alerte. Et finalement, je laisse peu de place à son autonomie. Que fais-tu? Où vas-tu? Qui fréquentes-tu? Là, on est clairement sur de la surprotection. Et le monde extérieur est perçu comme trop dangereux. Mais en même temps, est-ce que j'ai tort de faire ça? Aujourd'hui, en 2022. William Bird, médecin britannique, a étudié les déplacements des enfants sur 4 générations. En 1920, un enfant de 8 ans se déplaçait seul jusqu'à plus de 10 km. Pas mal quand même. En 1950, cela se réduisait déjà à un rayon de 2 km. En 1980, la limite était de 1 km. Et aujourd'hui, à votre avis? L'autonomie, en fait, aujourd'hui, c'est au coin de la rue. La plus grande peur que j'ai quand je suis parent hélicoptère, c'est de perdre mon enfant de vue. Et en fait, ça va se traduire aussi par une mise à disposition de tout ce dont l'enfant a besoin à domicile. Comme ça, je suis tranquille. Du coup, les parents, on est amenés à devenir taxi, à donner des téléphones portables de plus en plus tôt. Et du coup, l'effet qui en découle, c'est que l'enfant aussi est anxieux dans ce périmètre. Il existe des montres et même des vêtements connectés avec des capteurs GPS. Vous saviez ça? Ça transforme les enfants en balises. Et d'ailleurs, c'est pour les mêmes raisons que les enfants vont recevoir un smartphone dès l'âge de 11 ans. C'est pour la géolocalisation. En deuxième symptôme, on a le parent drone. Alors, le parent drone, c'est un parent hélicoptère amélioré. C'est le parent hélicoptère 2.0. Donc là, c'est avec ses petites manettes, à distance toujours. Et ce qui va s'ajouter au parent hélicoptère, c'est vraiment le souhait de réussite de son enfant. Quand je suis en mode drone, je vais viser la meilleure école, les meilleures fréquentations, la meilleure alimentation, la meilleure éducation, les meilleurs jeux. Je veux le top. Et j'élabore des stratégies pour contourner, voire effacer les obstacles qui pourraient causer des difficultés ou de la souffrance chez mon enfant. Donc tout ce qui est émotions négatives, bien sûr, négatives entre guillemets, qui sont la tristesse, colère, peur, tout ça, ça va être difficile à accueillir pour moi quand je suis en mode drone. Donc là aussi, il va y avoir un paradoxe autour de l'autonomie qui est que quand je suis en mode drone, je dis à mon enfant, mais sois autonome.
Mais en fait, c'est moi qui contrôle. Et donc là aussi, les objets connectés vont être au service d'une autonomie, mais une autonomie sous contrôle. C'est-à-dire que là, on va donner des vêtements avec géolocalisation, GPS, etc. En disant, mais voilà, avec ça, mon enfant, du coup, il peut aller plus loin. Il peut sortir de mon angle de vue, mais je sais où il est. Voilà, je peux le géolocaliser si mon nez ne répond pas au téléphone s'il y a un souci. Du coup, ça permet d'accroître l'autonomie, et l'autonomie sous contrôle. Et le troisième symptôme de l'hyperparentalité, c'est le parent curling. Est-ce que vous connaissez ce sport sur la glace où le joueur, en fait, il va balayer comme ça, à toute allure, devant la pierre pour que ça aille plus vite et pour essayer d'orienter un peu la trajectoire. Donc quand je suis en mode curling, moi je vais me concentrer sur la réussite sociale. Et pour garantir ça, je vais déployer une énergie incroyable à essayer de transformer tout l'environnement de mon enfant. En fait, je vais préparer le terrain afin que son parcours se déroule avec facilité, comme si mon enfant est glissé, comme ça, sur une piste de glace parfaitement lisse. En mode curling, je suis convaincue que je peux optimiser la trajectoire de vie de mon enfant à partir du moment où je m'implique activement dans chaque étape de son développement. Et comme dans le sport, je frotte devant l'enfant pour tenter d'influencer sa trajectoire. Bon, en réalité, l'effet est minime au regard de l'effort qui est fourni. Bref, quand l'envie nous prend de faire du curling, peut-être que nous devrions nous dire que mieux vaudrait préparer notre enfant pour la route que de préparer la route pour notre enfant. Je vous laisse le temps. Donc, hélicoptère, drone, curling. Finalement, nous pouvons tous nous reconnaître dans ces attitudes à certains moments et dans certains contextes. Et finalement, dans quelle mesure c'est un problème? Parce qu'on peut me dire, mais finalement, mais voilà, c'est comme ça, c'est la société moderne. On doit s'adapter aussi, la société elle a changé, on n'élève plus nos enfants comme on les élevait dans les années 50, et puis c'est une évolution. Donc finalement, ça va devenir un problème à partir du moment où le parent et ou l'enfant va se sentir décevant, pas à la hauteur par rapport à des exigences qui vont être extrêmement élevées. Il y a un problème aussi quand la pression sur les apprentissages et les résultats scolaires va générer du stress et une baisse de l'estime de soi. Il y a un problème également quand on tombe dans l'opposé, c'est-à-dire l'hypoparentalité. Puisque je ne peux pas y arriver, ben je me désengage, je laisse tomber, j'arrête, je ne fais plus rien. Et il y a évidemment un problème quand on frise l'épuisement qui est lié à la poursuite d'objectifs irréalistes. Et enfin, dernier problème, c'est quand la relation parent-enfant se détériore. C'est l'exemple de parents qui ne comprennent pas que les enfants en fait, peuvent prendre des décisions par et pour eux-mêmes sans que cela soit synonyme d'opposition envers eux. Donc ces 5 signes, pour moi, c'est vraiment les signes qui doivent nous alerter, en tant que parents, bien sûr, mais aussi en tant que professionnels de la parentalité. Alors, vous allez me dire, voilà, si on a tous un peu cette tendance, et qu'on a peut-être déjà un peu mis le doigt, voire le bras complètement dedans, comment on s'en sort? À la base, donc je le reprécise, l'hyperparentalité, à la base de cette tendance, il y a vraiment une envie de bien faire. Il y a une bonne intention des parents envers leurs enfants. Et donc là, les professionnels de la parentalité, ils vont avoir un rôle à jouer pour valoriser et déculpabiliser les parents par rapport à ça. Donc l'objectif, ça va être d'enlever la pression et les peurs du parent, tout en gardant leur intention positive. Alors comment? Donc il y a 4 idées à retenir pour essayer d'atteindre cet objectif. 1. En satisfaisant les besoins des hyperparents, donc qui vont être essentiellement des besoins de sécurité, des besoins d'être rassurés, et ceux des enfants. Donc eux, leurs besoins au niveau des enfants, c'est besoin d'autonomie, besoin de liberté.
Donc on voit que ces deux besoins qui rentrent en concurrence et qu'en même temps, on a l'impression que ça part dans deux directions opposées. Du coup, il ne va pas falloir dire uniquement aux parents lâcher prise. Il va falloir comprendre aussi cette tendance d'un point de vue beaucoup plus large et sociétal et l'expliquer aux parents qui baignent aussi dans ce contexte-là. En prenant de la distance avec les injonctions, telles que Isabelle aussi l'a bien souligné tout à l'heure, soyez serein et en même temps, suivez les 28 recommandations pour rendre votre enfant heureux. En cherchant du soutien, les amis, la famille, la communauté, groupe de parents, des lieux ressources, des forums virtuels, partager, discuter avec d'autres parents va modifier les croyances et va permettre aux parents de réaliser aussi que ce qu'ils vivent, la plupart du temps, est normal et que les autres non plus ne sont pas parfaits en fait et vivent des choses très similaires. Et ça, le fait d'être relié à une communauté et avec d'autres parents qui vivent des choses similaires, c'est extrêmement important. Ça rejoint vraiment l'idée du village qui a un peu ponctué toute la journée aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment recréer ces liens entre les gens, parce que souvent les parents, moi, quand je les rencontre, me disent mais mon voisin, mes amis, eux, ils n'ont pas ces problèmes-là avec leurs enfants. Puis en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que si, sauf qu'ils n'en parlent pas forcément. Voilà, une sorte de tabou, voilà, quand on montre les photos à nos enfants, on montre ce qui va bien, on ne dit pas forcément qu'on a galéré 2 heures avant de prendre la photo, etc. Troisième moyen pour atteindre cet objectif, se détendre. Mais se détendre sans que ce soit une injonction finalement. Se détendre en relâchant tout ce qui est pression sur les attentes, les exigences, nos programmes. On a des super programmes des fois, et puis en fait, on ne peut pas le faire. Et si on se force à essayer de tenir les temps, de tenir notre programme, finalement, on va se mettre dans des états juste pas possibles. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'intégrer l'idée que la perfection, elle n'est ni atteignable, mais en fait, elle n'est pas souhaitable. Et ça, je crois que tous les intervenants l'ont dit aujourd'hui. Il ne faut pas être parfait pour tout un tas de raisons. Voilà, clairement. Donc, tant mieux. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'affranchir aussi de toutes les pressions qu'on met à plein d'étapes quand on devient parent, pendant la grossesse, à l'entrée à la crèche, à l'école. Voilà, toutes ces étapes-là, il y a plein de pressions qui vont avec, donc il va falloir les prendre avec plus de recul. Et enfin, en définissant un juste degré de liberté et d'autonomie à nos enfants. Donc on les laisse respirer et vivre. Donc ça, c'est l'idée de Bruno Humbeck. En fonction de leur évolution, en fonction de leur tempérament, en fonction de leur âge. Donc, une fois qu'on a dit ça, quel nouveau paradigme, finalement, on pourrait proposer à l'hyperparent pour l'aider à lâcher ce qu'il doit lâcher en toute sécurité. Donc, grâce au docteur Scott Sanson, j'ai découvert l'analogie du parent colibri. Normalement, il n'y a pas de son. Si tout va bien. Voilà. Le colibri vole avec légèreté de fleur en fleur, dont il se nourrit du nectar. Très prévenante, la maman colibri couvre ses œufs quand il fait froid et fait aussi de l'ombre quand il fait chaud. Une fois nés, les petits sont incapables de se débrouiller seuls et sont nourris plusieurs fois par heure, comme nos bébés. Ils grandissent, se couvrent de plumes et font bientôt leur premier essai de vol. La maman colibri continue de les nourrir et leur apprend à reconnaître les fleurs nectarifères. En revanche, ces petits savent qu'elle les laissera apprendre à voler, et ce, dès le début. Et les laissera apprendre à voler de leurs propres ailes, seuls. À eux de développer leur propre stratégie pour construire un vol efficace et éviter ce qui est désagréable ou douloureux. Le parent colibri fonctionne de même. Dès le milieu de l'enfance, il sait que son enfant va naturellement commencer à sortir du nid. Il ne le surprotégera pas. Il sait qu'à chacun de ses vols, son enfant construit ses propres défenses et développe ses habiletés. Il sait que pour développer son estime de soi, l'enfant a besoin de sentir
que l'adulte peut lui faire confiance. Il sait aussi que pour construire son identité, l'enfant a besoin de son espace de liberté au-delà du champ de vision du parent. Bien entendu, il ne s'agit pas d'envoyer son enfant dans la rue dès le plus jeune âge. On est bien d'accord. Tout est une question de dosage. Le parent colibri veille particulièrement à ce que son enfant intègre des réflexes, des habitudes et des compétences pour évoluer avec une certaine liberté, tout en étant en sécurité. Comment traverser la route, grimper dans un arbre, jouer au bord d'une rivière. Ces 3 exemples vont faire l'objet d'apprentissage en fait. Et le parent va agrandir l'espace de liberté à mesure des capacités de l'enfant. Nous venons de voir comment l'hyperparentalité pouvait entraver notre relation parent-enfant en nous mettant en état d'hypervigilance, un peu comme une tour de contrôle. Et finalement, cette posture laisse peu de place au répit. Parce qu'en fait, c'est hyper fatigant d'être un super parent. Je vais maintenant vous parler de son voisin de palier qui est le stress. Et le stress, c'est pas un allié du tout du répit parental, on vient de le voir, hein, avec l'analyse dans les cheveux, clairement. Tout le monde le sait maintenant. Comment réagit notre cerveau face à un stress? Notre cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne fait pas du tout la différence entre un danger physique et un danger psychologique. Pour lui, c'est pareil. Quand il y a un danger, notre amygdale cérébrale s'active et le cerveau va sécréter des hormones de stress. Le fameux cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Et quand je suis face à un danger, en fait, j'ai pas 56 000 choix. En fait, j'en ai 3. Donc face à un danger physique ou psychologique, soit je peux combattre, donc c'est les 3 F mais c'est en anglais, fight, soit je peux fuir, flee, soit si je ne peux ni combattre ni fuir, je vais me figer, le 3e F, freeze, je vais me figer, je vais me sidérer. Ces 3 réactions de survie, en fait, nous indiquent que notre cerveau est en train de faire face à un stress qui est très important pour lui et que les structures cérébrales sont complètement dépassées à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones de stress, c'est comme des drogues pour notre cerveau et ils agissent sur une durée. Qu'est-ce qui se passe si vous buvez une bouteille d'alcool d'un coup comme ça? Pas encore l'apéro. Une fois avoir bu, est-ce que vous pouvez arrêter les effets de l'alcool parce que vous les avez compris? Et non. Ce serait bien des fois, mais... Si on donne du cortisol à notre enfant, cette substance fait son effet. Et il n'y a pas de contrôle. On ne peut pas raisonner ou dire à l'enfant « arrête ». Quand on ignore les effets du cortisol, on peut penser qu'un enfant en pleine crise émotionnelle est un enfant qui est violent ou qui est capricieux. Mais en fait, si on veut éviter de voir les effets des hormones de stress, ben en fait, il faut éviter d'en consommer. Donc en fait, ça va être un cercle vicieux. Ça veut dire que plus de stress va engendrer plus de stress. Et une amygdale qui se déclenche souvent va devenir hyper réactive. Chez l'enfant, le stress va générer des tsunamis émotionnels. Chez l'adulte, le processus est sensiblement le même, sauf que l'adulte, lui, a acquis davantage de régulation émotionnelle et gère beaucoup mieux le stress. N'est-ce pas? Est-ce qu'on vous a déjà dit que ça ne servait à rien de parlementer avec un individu trop alcoolisé? Eh bien en fait, avec un enfant qui vit une crise émotionnelle ou un trop plein de stress, c'est pareil. Il faut réguler son stress et son émotion en premier. Avec un parent stressé, qui est dépassé, qui est au bout de sa vie, c'est le même combat. On ne va pas essayer de lui expliquer comment il doit faire ou essayer de le raisonner. Il va d'abord falloir aussi faire baisser son stress pour qu'il puisse être réceptif à ce qu'on va lui dire.
Donc, nous, professionnels de la parentalité, un de nos défis, moi j'estime que un des plus gros défis, aussi des choses les plus, je trouve, puissantes et en même temps difficiles à faire, c'est de faire diminuer ce stress parental. Et c'est une fois que le stress parental est diminué, seulement s'il a commencé à diminuer, là on peut sensibiliser les parents à des méthodes d'éducation relationnelle qui vont être peu stimulantes pour l'amygdale de l'enfant et pour l'amygdale de l'adulte également. L'éducation traditionnelle, donc qui est basée sur les punitions, les menaces, l'intimidation, etc., va générer du stress pour le cerveau de l'enfant. Et encore moins de régulation émotionnelle. Et donc, encore plus de crise. Et encore plus de stress pour le parent. Donc en fait, ce qui est embêtant avec l'éducation traditionnelle, c'est que ça ne remplit pas du tout les objectifs du parent à terme. On peut avoir l'illusion que c'est efficace sur le moment, mais sur le long terme, en fait, ça va créer l'effet inverse. Pourquoi c'est si important de diminuer le stress du parent? Mais parce qu'en fait, moi, si on m'apporte des connaissances ou des outils avant de me réguler, je ne vais pas du tout être réceptive. Si je suis en stress, si je suis fatiguée, je suis polie, hein, je vais écouter, mais je vais dire ouais, mais ok, c'est bien, mais je suis fatiguée en fait. Quoi. Et puis avec mon enfant, ça ne marchera pas. Le mien, il n'est pas comme les autres. Voilà. Je vais dire oui, mais. Donc ça va être très très important en fait qu'on m'accueille, qu'on m'écoute. Et que j'avais besoin moi, j'ai la sensation que déjà, il y a un adulte en face qui les prend aussi en compte. Même si j'ai pas encore pu faire la sieste ou me reposer vraiment, si déjà en face de moi j'ai quelqu'un qui prend en compte mes besoins et qui me dit mais oui mais ça va être important, puis là ce que je vous suggère c'est que vraiment il faut que vous mettiez ça en place pour vous avoir un relais, pour vous reposer, là je vais commencer à me détendre, je me dis ben oui c'est vrai, et je sais que mon besoin je vais pouvoir le satisfaire rapidement, ou en tout cas dans un délai raisonnable. Donc là, je vais vous proposer de visionner un spot où on voit une maman dans une scène de la vie quotidienne. Et je vous laisse ça découvrir. Donc on va voir si le son marche. Et donc apparemment non. Allez, redresse-toi. Voilà. Hop. Démange avec toi. Pourquoi t'as fait ça? Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Et qu'auriez-vous envie de faire? Le premier défi du parent, c'est vraiment celui de gérer son propre stress, sa propre émotion avant celle de son enfant. Et ça, c'est un vrai défi. Et encore plus, je dirais, pour ceux d'entre nous qui ont été élevés avec une éducation traditionnelle, parce que nous possédons moins de capacités de régulation émotionnelle. Alors, comment se manifeste le stress dans la dyade parent-enfant? On va pouvoir observer tout un tas de choses, à court et long terme. Déjà, des réactions physiologiques qui vont être propres à l'enfant, comme la perte de posture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants comme ça qui se laissent tomber comme des poupées de chiffon, vous dites c'est pas possible, ils font exprès. La perte de contrôle sur les mouvements et les comportements. Donc, exemple, le petit garçon du spot, hop,
il fait valdinguer l'assiette. Voilà. Donc on a vraiment des réactions physiologiques propres à l'enfant. En 2, on va avoir des problèmes de mémorisation et d'apprentissage. Parce qu'en fait, l'organisme entier, et donc également le cerveau, va être tourné vers la survie face au danger. Je vous rappelle que le danger peut être psychologique. Dans nos sociétés actuelles, les dangers physiques, il y en a beaucoup moins, mais les dangers psychologiques, pour un enfant, ça va être un parent qui crie, qui le menace. Ça peut être un danger qu'il ressent aussi dans la relation avec un autre enfant. Ça peut être tout un tas de choses très relationnelles, en fait. 3, on va avoir des incidences importantes sur l'organisme. Toujours pareil, tout ça c'est à court terme, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut observer sur le moment à l'instant T, mais qui peuvent se répercuter aussi sur du plus long terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire devenir chronique. Parce qu'en fait, pourquoi sur l'organisme? Parce qu'on va également avoir une inhibition du système immunitaire, avec une fragilisation générale de l'organisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis en mode survie, donc c'est l'amygdale qui prend le dessus sur toutes les autres structures cérébrales, qui s'active et qui m'envoie attention, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Donc le cortex orbitofrontal qui va plutôt raisonner et être sur les apprentissages, etc., il va être hors ligne, parce qu'on n'a pas trop besoin de lui sur ce moment-là. On veut assurer juste la survie, donc le cours de piano ou les accords du participe passé, ça passe après en gros. Mais, et ça on le sait un petit peu moins, c'est-à-dire que tout ce qui est relié aussi au tronc cérébral, au tout le système reptilien, et qui va gérer en fait tout ce qui fonctionne tout seul au niveau du corps, donc la respiration, la circulation du sang, le rythme cardiaque et le système immunitaire, mais ça aussi, ça va être mis en stand-by sur le moment. Et donc générer des problèmes au niveau de l'organisme et vraiment au niveau de la santé. Ça, c'est valable pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour les adultes. Ce qui est uniquement spécifique aux enfants, c'est ça, la réaction physiologique de tout à l'heure. Les autres, ça concerne les enfants et les adultes, tout être humain. On va également avoir des réactions qui vont être disproportionnées. Et oui, parce qu'en fait, une surstimulation de l'amygdale, elle va avoir pour effet de la rendre hyper réactive. C'est-à-dire que ça va déclencher chez elle des réactions de survie qui vont être exagérées. Donc c'est cette raison pour laquelle, au niveau, par exemple, dans l'éducation traditionnelle, quand une amygdale elle est surstimulée, au bout d'un moment, on observe des réactions qui vont être soit de soumission, parce que du coup, l'enfant il se coupe, il dissocie, et en fait, on est sur des réactions de figement. Donc on peut avoir l'impression qu'en fait, il écoute et il est sage, mais en fait, pas du tout. Les structures cérébrales, elles sont complètement dépassées. Ou on peut être dans des réactions aussi de combat, de contre-attaque, de révolte. Et là, on va dire, mais il a des troubles du comportement, c'est pas possible. Donc en fait, ça dépend avec quel regard aussi on regarde les situations, finalement. Et enfin, on va avoir, en numéro 5, ralentissement de la croissance du cortex préfrontal. Donc ça, il y a des études aujourd'hui qui nous le montrent. On sait que le cortex préfrontal, des individus qui sont stressés sur la durée, va être plus petit et hypoactif. Et donc ça veut dire qu'on est privé partiellement de régulation émotionnelle, et c'est quand même bien embêtant parce que en tant que parents, nous, on aurait quand même bien besoin que nos enfants arrivent à développer de la régulation émotionnelle. Et donc là, je vais vous montrer la réaction du parent. Vous vous souvenez du début de la scène? Est-ce que vous vous souvenez du ressenti que vous avez eu quand l'assiette elle a été jetée au sol? Et de ce que vous auriez eu envie de faire à ce moment-là? Donc là, je vais vous montrer la réaction de cette maman. Et vous allez voir qu'on a deux versions. Alors. T'es en colère? Tu veux m'en parler? Non. Tu sais, moi aussi, ça m'arrive d'être en colère. C'est normal d'être en colère. Parfois, les choses ne se déroulent pas comme tu l'aurais voulu. Selon le plan que tu avais en tête. Et quand les choses semblent t'échapper, il arrive parfois que tu te sentes un peu seul.
même quand tu n'es pas. Alors tu sais ce que je fais quand je suis en colère? Je pense à toi. Je pense à nous deux. À la première seconde où je t'ai rencontré. Celle où j'ai su qu'avec toi, je ne serais plus jamais seule. Celle où j'ai su qu'ensemble, on avait le pouvoir de faire s'envoler toutes les colères. On respire. C'est un spot. Vous avez eu donc les deux versions. On voit qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. Donc la version accueil des émotions et puis la version violence éducative. Je vais vraiment rebondir de suite là-dessus sur les outils qu'on va avoir à notre disposition et Je me qu'on va disais aborder. souvent, j'aimerais une maison avec un jardin zen. Alors, Quand elle est partie, je me suis dit, ben, quelque chose qui s'est mis en route. Hop là. C'est bon, toi, oui. Donc on va aborder vraiment la dernière partie de la conférence sur des choses beaucoup plus concrètes. Et voilà, la boîte à outils du parent depuis 2019. Pourquoi je vous parle de 2019? Mais parce qu'en fait, il y a une loi qui a été votée donc, le 10 juillet 2019 et qui dit « L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou morale ». Donc cette loi, elle amorce vraiment un changement majeur, mais encore aucune campagne de sensibilisation et d'accompagnement parental intensive et dans la durée qui est mise en place. Il y a des choses qui commencent à se développer, mais pas quelque chose de intense et sur la durée. On sait pourtant que c'est la condition, en duo avec la loi, pour que les pratiques et les mentalités évoluent. Donc finalement, le Code civil nous dit qu'il ne faut plus faire, mais il ne nous dit pas comment faire. En même temps, ce n'est pas son rôle. Donc, moi, en tant que parent, moi, je suis OK avec la loi, je trouve ça très bien. Mais du coup, comment je fais? Sans la punition, sans les fessées, sans l'éducation traditionnelle dans laquelle j'ai baigné, comment je fais, moi, pour faire comprendre à mon enfant qu'il y a des limites? Donc cela va poser un nouveau défi, qui est justement ce défi de comment concilier bienveillance et fermeté. D'ailleurs, est-ce que c'est possible? Une main de fer dans un gant de velours? Notre épuisement, en tant que parents, pour moi, vient aussi du fait que nous manquons de connaissances et d'outils efficaces et simples pour gérer une multitude de situations du quotidien qui sont répétitives et énergivores. Je parle de notion de pénibilité dans les tâches parentales. Et des fois, c'est vraiment ça, c'est pénible, quoi. C'est pas mon enfant qui est pénible, c'est toute cette répétition qui est vraiment pénible. Donc, bonne nouvelle, quand même, parce qu'il y en a. Il existe des techniques éducatives à la rescousse des parents et des professionnels. Elles sont majoritairement issues de la discipline positive et des neurosciences. Elles sont encore peu connues et assez dénigrées, voire mal comprises. Il y a une croyance qui est encore bien ancrée, qui est celle que bienveillance et fermeté ne sont pas compatibles. Car souvent, on résume de telle manière que la bienveillance, finalement, ce serait du laxisme, et la fermeté, de l'autoritarisme. Et beaucoup de parents pensent qu'ils doivent choisir entre les deux. Vous, quand vous respirez, qu'est-ce que vous choisissez entre inspirer et expirer?
en fait, on ne peut pas choisir entre les deux. Donc, pour illustrer ce faux dilemme, imaginez une éducation uniquement bienveillante, sans fermeté, que de la bienveillance, tout le temps. Quels en seraient les effets positifs? Quand on pose ces questions à des parents, souvent ce qu'on retrouve, c'est finalement, j'aurai une relation beaucoup plus horizontale avec mon enfant, avec de la proximité, de la confiance, pour maintenant et pour plus tard. J'aurai une belle relation avec lui. Ça veut dire aussi que je prendrai en compte énormément ses besoins. Donc je serai vraiment au top par rapport à ce dont il a besoin. Et ça générerait également une bonne estime de soi chez l'enfant, maintenant et pour plus tard. Par contre, une éducation uniquement bienveillante, sans fermeté, quels en seraient les effets négatifs? Donc là, dans ces cas-là, c'est là où on retrouve donc le fameux laxisme, et donc le fait de générer ce qu'on peut appeler les enfants rois, entre guillemets, un manque de repères pour les enfants, qui va les insécuriser, et l'oubli des besoins des parents qui vont s'épuiser. Donc ça fait quand même pas mal d'effets négatifs aussi. Je rappelle que le laxisme, c'est de la maltraitance. On laisse faire, on ne s'occupe pas, c'est de la négligence, c'est de la maltraitance. C'est pas de la bienveillance. Imaginez maintenant une éducation uniquement basée sur la fermeté, sans bienveillance. Quels en seraient les effets positifs? J'aurais la paix. J'aurais du calme, de la tranquillité, des enfants sages. Voilà. J'aurais de la discipline et les tâches pourraient s'exécuter sans discuter et sans avoir à répéter 46 000 fois. Et aussi peut-être une meilleure autonomie des enfants parce que du coup, ils apprendront à se débrouiller. Par contre, au niveau des effets négatifs, ce qu'on pourrait trouver, c'est le fait d'avoir une relation qui soit beaucoup plus verticale, basée sur de la soumission, et qui génère de la méfiance à court terme et à long terme. C'est-à-dire que finalement, quels sont au niveau de la relation entre parents et enfants, c'est à quel moment que je suis dans quelque chose de la connivence, du lien, si on est toujours sur quelque chose de très très vertical. Les besoins des adultes vont être prévalents sur ceux des enfants, et à long terme, on va avoir des effets délétères sur la confiance en soi. Donc, en fait, quand on fait ce petit exercice, on se rend compte que la bienveillance sans la fermeté, ça a des inconvénients, mais la fermeté sans la bienveillance aussi. Donc, je vais vous illustrer maintenant comment bienveillance et fermeté peuvent se concilier et nous apporter du répit dans notre rôle de parent au quotidien, parce que c'est quand même le sujet du jour. Donc tout est dans le « et ». J'ai dit beaucoup ce mot aujourd'hui, « et », le besoin du parent et de l'enfant, le besoin de sécurité et d'autonomie, concilier bienveillance et fermeté. Moi je dis souvent à ma fille « je t'adore » et la réponse est non. Ben oui, on a le droit de dire non quand même. Mais quand je vais dire non, je vais essayer de conserver le lien. Donc, en fait, on ne va pas chercher à effacer la frustration de l'enfant. Parce qu'enfant, bien sûr qu'il va ressentir des émotions difficiles. Il ne peut pas ressentir que de la joie tout le temps. Nous, on ne ressent pas que de la joie tout le temps. C'est bien normal, on ressent tout un panel d'émotions. Et donc, mon enfant, quand il va ressentir des choses difficiles pour lui, de la colère, de la frustration, etc., on ne va pas essayer de la gommer, on va juste essayer de la comprendre, mais on va rester sur nos positions et ce qu'on a décidé, en fait. Donc, on ne va pas chercher à lui éviter les émotions difficiles, comme dans l'hyperparentalité. On va chercher à conserver le lien. L'objectif, en fait, ça va être la relation. Quand on privilégie la relation, il y a moins de stress. Il y a une ambiance qui est plus apaisée. Et ça va générer aussi davantage de coopération. Et donc du répit pour le parent. Et ça nous intéresse. Alors, bien sûr, quand on parle de coopération, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que l'enfant de 2 ans coopère, nickel, tout ça parce qu'on applique certaines techniques. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc il y a des choses qui seront réalistes à un certain âge, et puis d'autres qui vont se construire aussi au fil du temps avec les apprentissages. Pour moi, ce lien de qualité avec l'enfant, c'est ça le vrai répit. C'est pas seulement prendre des temps pour soi sans ses enfants. Le rôle des professionnels peut être aussi d'expliquer aux parents que le répit,
ben ouais, c'est des moments sans votre enfant, mais aussi avec votre enfant. Il y a des choses à construire avec. C'est pas sinon, ça veut dire que ben, je peux me reposer que quand mon enfant n'est pas là. Bon, dommage. Je vous donne d'autres exemples. Tu as envie de faire un dessin et la précédente activité doit être rangée. Je vous explique après. Tu as faim et nous voulons dîner en famille. Je vois que tu t'amuses bien et c'est l'heure de rentrer. Vous voyez que j'utilise le et pas le mais. Donc l'astuce à retenir pour avoir cette posture qui concilie en même temps ce que ressent l'enfant, c'est-à-dire qu'on voit bien, on valide en fait ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et en même temps on lui donne un élément de la réalité qui est ben là c'est l'heure de partir, ou ben, on range une activité avant de passer à une autre. On va mettre en mots donc l'envie de l'enfant, ce qu'il est en train de vivre, de ressentir, et le respect de la situation, ou le rappel à la règle. Et ça change tout. Petit bonus pour vous, là, ça marche super bien dans les couples aussi, ça. Voilà, vous mettez, gardez. Donc voici un exemple de gestion des désaccords ou des crises. Quand, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que vous l'avez compris, l'enfant ne peut pas se libérer tout seul des hormones de stress. Parce que tout simplement son cerveau n'est pas encore mature et il ne peut pas utiliser le circuit long qui lui permettrait de repasser par le cortex pour réévaluer la situation comme nous, on peut le faire la plupart du temps. C'est comme ça, c'est anatomique, c'est physiologique. Donc souvenez-vous, notre premier défi en tant que parent, pour gérer les émotions d'un enfant, il faut un adulte qui sache d'abord gérer les siennes. Bref, moi personnellement je ne suis pas maître zen ou je ne fais pas du yoga tous les jours et de la méditation, etc. Mais on doit apprendre à arrêter de paniquer à tout bout de champ ou à péter des câbles à tout va. Ça fait vraiment partie de compétences qu'on doit vraiment apprendre prioritairement quand on devient parent. Nous, adultes, ce qu'on apprend aussi, par exemple dans des ateliers de parents ou avec des approches issues des neurosciences, c'est qu'on peut utiliser un temps de pause pour se réguler. C'est-à-dire que quand mon enfant il pète un câble et que ça devient aussi compliqué pour moi, parce que moi aussi je commence à péter un câble, là j'ai besoin d'un temps de pause. Donc je m'extrais. Je ne suis pas obligée de rester et moi aussi de me faire contaminer par ce qui se passe. C'est vraiment un outil qui est intéressant, ce temps de pause, parce que le parent, il va s'extraire, il va changer de pièce, il va boire un verre d'eau, il va dehors, il va crier dans un coussin, il va faire quelque chose qui à un moment donné va lui permettre de faire baisser la pression et ensuite de revenir auprès de son enfant pour réguler. C'était un peu l'image tout à l'heure des deux masques à oxygène. C'est d'abord le masque à oxygène sur la bouche de l'adulte et pas sur celle de l'enfant. Donc, avec les enfants, les pics émotionnels, il y en a quand même un paquet, voire même plusieurs fois par jour. Donc si un enfant il est en plein pic émotionnel, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de commencer de parlementer avec lui. Vraiment, l'étape numéro 1, ça va être de le réguler. Donc le réguler, ça va passer par quoi? Par accueillir son émotion, et uniquement l'émotion. Ok? On ne confond pas émotion et comportement. C'est ok qu'il ressente ce qu'il ressent. C'est ok d'être en colère. C'est pas ok de tout péter dans la maison. D'accord? C'est très important parce que des fois, il y a beaucoup de parents qui font cette confusion-là et qui pensent qu'accueillir l'émotion, c'est tout prendre, tout accueillir. Non. L'enfant, il a le droit de ne pas être content parce qu'on lui a dit non au bonbon avant le repas. On ne peut pas lui demander non plus d'accepter des noms sans moufter. C'est comme ça, il est frustré. Mais par contre, on va accueillir, on va comprendre que c'est frustrant de ne pas avoir le bonbon que tu voulais là avant le repas. Je comprends, c'est normal. Et pour autant, je ne vais pas le donner. Il y a un antidote naturel qui va nous permettre de réguler, et c'est l'ocytocine. C'est vraiment l'hormone du bien-être qui va nous aider à calmer le cerveau sous stress. Où est-ce qu'on trouve de l'ocytocine? Je crois que j'en ai sur moi, là, il me semble. Ouais, voilà. En pharmacie, unidose, direct dans les fesses de l'enfant, ça marche direct. Bon, si vous n'en avez pas sur vous, c'est pas grave, parce que vous pouvez aussi en produire naturellement. Le saviez-vous? La voie royale, c'est le toucher, c'est le contact.
Donc quand vous prenez dans les bras, quand vous faites un câlin, quand vous êtes en contact avec votre enfant, vous allez produire de l'ocytocine au bout de 20 secondes. Et votre enfant il va produire cette hormone et ça va calmer, ça va faire baisser le niveau de cortisol. Et ce qui est vachement bien, c'est que ça va aussi vous calmer à vous. Parce que nous aussi, quand on prend dans les bras, nous aussi, finalement, on va sécréter de l'ocytocine et ça va nous réguler. Si on ne peut pas prendre dans les bras, parce que moi, quand je suis en colère, mon compagnon il arrive et qui me dit allez, je dis c'est bon, ne touche pas. Bon. Ce qui va permettre de réguler, ça va être aussi d'avoir un regard bienveillant, de dire un truc sympa, de rester par là, d'apporter un verre d'eau, mais de montrer qu'en fait on reste en lien, qu'on n'est pas dans du rejet. Moi, quand je rentre du boulot, que je suis énervée par une situation, quand je commence à râler, etc., si mon compagnon me dit attends, on aussi énervé, tu vas te calmer dans ta chambre et quand ça ira mieux, tu reviendras me voir, quoi. Bon, je suis pas sûre que ça va rester longtemps ensemble, en fait. En fait, on va adapter aussi notre intervention à l'émotion qui est là pour réguler. Si l'enfant il est triste, en fait, ça veut dire que voilà, souvent quand on est triste, on a froid, on a envie de se mettre en boule. Donc en fait, on va prendre dans les bras, on va se blottir, on va s'envelopper dans une couverture, on câline et puis on attend et ça va passer. Ça, en général, on sait plutôt bien faire. Si l'enfant il a peur, qu'il est dans un gros pic émotionnel au niveau de la peur, ça va être un peu pareil que la tristesse, on a froid aussi, mais il va falloir en plus s'éloigner du lieu qui a généré la peur. La première action, c'est ne pas chercher à raisonner l'enfant dans la pièce où il a eu peur. Voilà. Déjà, on le déplace, et là, après, on peut faire baisser. Et la colère, ça c'est ce qui intéresse en général le plus les parents, parce qu'on est souvent plus en difficulté avec cette émotion-là. C'est une énergie complètement différente, parce que là, on a chaud, on a besoin de bouger. Donc, les enfants qui sont petits, on va essayer de favoriser vraiment de prendre dans les bras par la main, mais de bouger aussi. C'est des tout petits qui ne marchent pas encore ou pas bien, on peut les prendre dans les bras, mais l'idée ça va être aussi de bouger en même temps avec eux, d'apporter du mouvement en fait. On peut aérer pour apporter un peu de fraîcheur, aller dehors, proposer de crier dans un coussin, trépigner. Je ne vais pas le faire trop fort. C'est pas forcément une idée de contenir en fait, quand l'enfant est en colère. Ça va plutôt activer des choses au niveau neuronal qui vont augmenter la colère. Donc l'idée, ça va être vraiment de mettre en mouvement. Donc voilà, je vous le disais, accueillir toutes les émotions, ça ne signifie pas accepter tous les comportements. S'il n'y a pas de tempête émotionnelle, on peut zapper cette étape. Ce n'est pas un problème. En cas de désaccord, par exemple, même avec des enfants qui sont un petit peu plus âgés, on va utiliser directement une technique que Daniel Siegel appelle « se connecter pour rediriger » et que je vais vous détailler maintenant. Donc, qui est cette partie-là. Vanessa, je t'arrête deux petites secondes, je suis là. Juste pour dire qu'il reste 10 minutes. Ça ira. Ok. Après, c'est tout bon. Si tu veux inclure quelques questions-réponses dans les 10 minutes. Ça passera. Ça passera, merci. Merci. Donc cette étape de la connexion, elle doit se faire avec un effort authentique pour se mettre vraiment à la place de l'enfant. C'est pour ça que j'ai écrit se connecter en 5G. Si vous faites une connexion toute pourrie en 2G, ça ne fonctionnera pas. L'enfant il va voir que vous faites semblant, que vous essayez juste de se connecter comme ça, mais ce sera pas incarné en fait. Donc l'idée c'est de se connecter. Moi je dis 5G, du coup ça permet de retenir peut-être au moins de verbaliser 5 phrases en se mettant à hauteur de l'enfant, parce que c'est toujours plus facile. Je vois que tu joues bien, tu as construit un château avec 2 tours, en plus c'est coloré, je vois que tu aimerais bien jouer encore un long moment à ce Lego. Tu sais, moi quand j'étais petite, j'avais pas des Lego comme ça, maintenant ils font des super trucs, et on fait vraiment un effort, on prend quelques secondes pour se dire mais qu'est-ce qui ressemble mon enfant, là, qu'est-ce qui lui fait péter un câble comme ça, on va vraiment aller se connecter. Attention, si on s'arrête là, on n'a fait que la moitié du boulot. On a fait juste la partie bienveillance, entre guillemets, connexion. On a accueilli les émotions, on s'est mis en empathie. Donc ça permet de réguler aussi. Donc là, on a juste inspiré en fait. D'accord ? La deuxième partie, c'est rediriger. Et donc rediriger, ça veut dire qu'à un moment donné, on va amener l'enfant à envisager l'autre partie du problème. Par exemple, en reformulant, en disant « Et maintenant, regarde, il commence à faire nuit, c'est l'heure de rentrer. » On peut donner des choix, poser des questions en fonction de l'âge de l'enfant. On rentre de suite ou je t'aide à finir la 3e tour. Que doit-on prendre pour ne rien oublier? Quelles chaussures vont garder tes pieds à l'abri de la pluie? Alors vous allez me dire, tout ça c'est un peu de travail avec des mécanismes un peu différents, parce que nous on a tendance à aller vite. Et c'est vrai que le matin, quand on n'a pas le temps,
ben, en fait, on va faire à la place de l'enfant. Après, il ne faudra pas s'étonner qu'en fait, il crise. Donc, ces exercices-là, au début, ça va me demander un effort, c'est vrai. Si vous vous entraînez au moins pendant 3 semaines, vous allez voir que vous allez prendre des habitudes et qu'à un moment donné, ça deviendra spontané et ça vous demandera moins d'efforts et que clairement, vous allez avoir des résultats au niveau de davantage de coopération et avec beaucoup plus de répit aussi pour vous parce que, moi je le redis, pour moi le répit, c'est au quotidien. C'est pas juste aller dans un spa une fois toutes les 2 semaines, c'est vraiment pouvoir souffler aussi au quotidien et arrêter de rabâcher. Donc, cette technique, elle est particulièrement adaptée quand les enfants font des fixettes sur un seul aspect du problème ou des situations où on est en désaccord avec le parent. Donc, pareil, je vous invite, vous avez vraiment, si vous voulez aller plus loin là-dessus, vous lisez un livre, vous allez sur un atelier de parents, enfin, il y a vraiment des mises en pratique qui peuvent vous aider à acquérir ça très, très facilement. Et dernière étape, en fait, ça va être la gestion des comportements inappropriés. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ça, ben, quelques heures, quelques jours après, on va faire un travail de prévention sur les comportements qui sont indésirables. Donc, par 2 moyens. Un, on va essayer de rechercher les causes du comportement de l'enfant. Quels besoins étaient non satisfaits et qui alimentaient ce comportement? Un enfant qui tape, a-t-il besoin d'attention, besoin de contact, de lien, besoin de se protéger parce qu'il a vu d'autres enfants se taper? On va identifier le besoin et on va essayer d'apporter des solutions éducatives, positives à ce besoin. C'est-à-dire des solutions ou des stratégies qui ne vont pas surstimuler l'amygdale. En faisant ça, en fait, on va être dans la prévention plutôt que de la sanction. Et le deuxième moyen de prévenir les comportements inappropriés, répétitifs chez nos enfants, ça va être en montrant l'exemple, bien sûr, parce que les neurones miroirs, ça marche quand même vachement bien chez les enfants, en rejouant des situations avec le jeu, parce que le jeu c'est pareil, il y a plein de choses qu'on peut faire passer en rejouant des situations plutôt qu'en lui demandant pourquoi tu as fait ça. En général, il va dire je sais pas. Voilà. Alors qu'avec le jeu, c'est différent, on ne parle pas vraiment de moi, donc on peut s'exprimer. Et en enseignant des stratégies. Comment partager un jouet, comment résoudre un conflit, comment s'affirmer, comment prendre en compte l'autre, comment patienter. Toutes ces compétences-là, en fait, elles ne sont pas innées, elles s'apprennent. Et c'est pas évident quand on est un enfant de savoir partager, de savoir patienter. Moi, on ne m'a pas dit comment il faut faire. Je ne sais pas. Donc, en fait, ces approches, en fait, qu'on peut appeler, on a entendu parler tout à l'heure d'éducation positive, moi je préfère parler d'éducation relationnelle, parce qu'au final, on va privilégier la relation. Ça va offrir une bonne base d'outils pour répondre aux problématiques les plus fréquentes qui sont rencontrées par les parents. Et pour moi, l'éducation relationnelle, ça ne doit surtout pas être une injonction supplémentaire qui va stresser le parent. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une checklist où il va falloir tout bien faire, c'est plutôt un état d'esprit. Donc j'ai beaucoup aimé l'image d'Isabelle Roscap du phare, c'est-à-dire qu'effectivement c'est l'état d'esprit, c'est vraiment là où on veut aller, on se fixe quelque chose et puis après on bidouille un peu autour, mais on ne va pas tout cocher, ça c'est bien fait, ça c'est... Non, c'est pas ça du tout en fait, c'est vraiment l'esprit. Et pour moi c'est aussi comme l'informatique, c'est-à-dire que recourir à ces techniques-là, pour moi, l'informatique, ça doit aider à aller plus vite, à faire gagner du temps, à être fluide, etc. Si ça m'aide pas, c'est que soit mon PC a un problème, soit que j'ai pas les bons logiciels, soit que c'est pas les logiciels adaptés à mon contexte de vie, etc., ou à mes besoins. Et donc là, c'est pareil. En éducation relationnelle, on doit utiliser les stratégies qui correspondent à notre configuration familiale. Ce qui ne va pas marcher pour moi avec ma fille de 5 ans, ça ne marchera pas pour une autre personne qui vit dans une grande ville avec 3 enfants, etc. On ne peut pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois sur les réseaux sociaux, toutes les astuces qui se partagent, souvent on me dit mais ça ne marche pas, etc. Ben oui, en fait, il faut vraiment que ce soit personnalisé. Donc, ce qui fonctionne dans votre famille, vous gardez. Et ce qui ne fonctionne pas, vous ne gardez pas. C'est difficile en fait pour notre génération parce que nous, on est la première génération depuis cette loi en 2019. Nos enfants, eux, ce sera beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils auront, pour la plupart en tout cas, intégré ces approches et ce sera plus simple. Ils seront plus doués que nous là-dessus et plus spontanés. Donc pour conclure, je voudrais aussi terminer avec l'idée du temps précieux. C'est un moment partagé avec mon enfant, d'attention exclusive,
en relation duel. C'est un temps où on va partager une activité sur un temps donné et qui va nous ressourcer tous les deux et nous faire du bien, nous faire plaisir à tous les deux. C'est un peu une bulle comme ça, un peu hors du temps. Et donc pour moi, le répit parental, c'est pas juste faire des choses pour soi dans son coin individuellement pour se retrouver ensuite. C'est nécessaire, certes, il faut aussi qu'il y ait ça, mais c'est aussi et surtout intégrer des temps précieux dans notre quotidien pour me rappeler le sens de ce lien avec mon enfant et moi. Près de chez vous, il y a forcément des professionnels de la parentalité qui peuvent vous proposer des cafés de parents, des ateliers de parents, des consultations individuelles pour vous écouter, pour vous apporter des outils, vous aider à relever vos défis de parents sans vous oublier, sans oublier vos besoins. Et je sais qu'ici dans l'Hérault, j'ai été très agréablement surprise par la qualité des réseaux et je vais rentrer dans le Lot avec plein d'idées. Donc merci. Merci beaucoup Vanessa. Nous arrivons à la fin de cet après-midi, avant le temps de clôture. Est-ce que quelqu'un peut-être aurait une question le temps que tout le monde arrive? On peut peut-être prendre une ou deux questions, s'il y a. Depuis, ça a l'air d'être très clair en fait, même avec Isabelle Pascal. Le et. Le et est beaucoup plus neutre en fait. Le mais de suite, ça met une contrainte. Donc on est vraiment sur du langage et c'est assez fin. Mais ça fonctionne aussi avec les adultes en fait. C'est-à-dire que quand on est un adulte, ah ben oui, il y a ça, mais de suite le mais on se dit voilà, ça plombe un petit peu, ça rajoute quelque chose de négatif en fait. Alors que le et, ça veut dire qu'on prend en compte les deux. Donc si on mettait sur une balance, c'est un petit peu plus en équilibre en fait. Voilà. C'est subtil, hein, mais des fois ça se joue sur des détails comme ça. Bon, là, après, on a survolé beaucoup de choses. Chaque thème mériterait une conférence à part entière. Une question encore. Il y a un moment où vous avez abordé que le stress chez les enfants pouvait impacter le développement du cortex préfrontal et donc engendrer une dysrégulation émotionnelle. Ça. Ma question est peut-être un peu spécifique, mais du coup, ça va. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien aussi chez les enfants atteints de TDAH du fait qu'ils soient surexposés au stress et donc il y a un impact sur le développement du cortex préfrontal? Alors c'est une question super intéressante, je ne pourrais pas forcément répondre de manière hyper précise. Après, il peut y avoir effectivement, ce sur quoi je peux répondre, c'est qu'il peut y avoir des liens entre des troubles du comportement et un cerveau d'enfant qui est stressé de manière chronique. Ça, c'est certain. On l'observe. Les collègues psychologues avec qui je travaille sur un cabinet pluripro, tous les jours, ils disent mais voilà, à un moment donné, il y a un enfant, on va l'amener parce que c'est l'instituteur qui l'envoie. Et puis on se rend compte qu'en fait, quand il y a un changement d'instituteur, il n'y a plus de problème de comportement. Donc on voit qu'à un moment donné, ça peut générer, quand il y a des attitudes qui vont être stressantes, on peut avoir des prescriptions de troubles du comportement, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Donc après, toute proportion gardée, peut-être qu'il peut y avoir des choses qu'on peut améliorer, notamment toutes les problématiques TDAH, des fois même au niveau du haut potentiel, etc. C'est sûr que de toute façon, un cerveau stressé, ça va rajouter des difficultés aux difficultés. Ça, c'est clair. Donc ces approches, en fait, elles sont bonnes pour tous les enfants, que ce soit les enfants sans spécificité, mais aussi pour les enfants qui sont extraordinaires. Là, clairement, ça va les aider parce que du coup, il y aura une meilleure régulation, ça c'est clair. Après, s'il y a un vrai TDAH, c'est sûr qu'on n'enlèvera pas ça, hein, mais on pourra avoir quand même des améliorations.
Encore une question peut-être? S'il n'y a pas de questions, alors on va clôturer cette dernière conférence. Un grand merci à Valérie Galas. J'espère que vous pourrez rapporter